Il n'est pas improbable que nous découvrions de la vie au-delà de la Terre d'ici 2035. Et nul besoin de voyager vers une galaxie lointaine, très lointaine. Notre Voie lactée regorge d'environnements propices. Ne vous emballez pas trop cependant, il s'agira probablement de microbes ou de marqueurs chimiques, et non de petits hommes verts, comme dans les films hollywoodiens. Néanmoins, la découverte de traces de vie changerait profondément la perception que nous avons de notre place dans l'univers. Le télescope spatial Kepler de la NASA a fait une découverte incroyable. Presque chaque étoile possède des planètes, et beaucoup d'entre elles pourraient être habitables. Les planètes telluriques comme la Terre et Mars sont même plus répandues dans notre galaxie que les géantes gazeuses comme Saturne et Jupiter. De plus, nous savons déjà que notre galaxie est très riche en eau. Il y en a dans les nuages interstellaires où se forment les étoiles et les planètes, dans les disques de débris autour d'autres étoiles, dans les comètes, absolument partout. Cependant, trouver la vie elle-même reste une tâche ardue. Idéalement, il faudrait atterrir sur chaque planète et vérifier littéralement sous chaque pierre. Mais grâce à des recherches récentes, nous pouvons au moins concentrer nos efforts sur les mondes potentiellement habitables. Le télescope spatial James Webb, un dispositif ultra puissant lancé en 2021, est à l'œuvre. Il examine les atmosphères des super-terres proches, des planètes rocheuses légèrement plus grandes que la nôtre, et recherche des gaz associés à la vie. Des composés chimiques qui ne peuvent être produits que par des êtres vivants. Et des indices ont déjà été trouvés. Des traces d'un tel composé ont par exemple été détectées sur une planète du nom de K2-18b. Cette planète se situe à 120 années-lumière, ce qui est relativement proche à l'échelle spatiale. Elle se trouve dans la zone habitable, une région autour de l'étoile où les températures permettent l'existence d'eau liquide. De plus, elle orbite autour d'une naine rouge, le type d'étoile le plus petit qui existe. De telles étoiles sont un peu moins lumineuses que notre Soleil. Il faudra environ 1 an pour vérifier si ces traces de vie sont bien concrètes. Si tel est le cas, cela signifierait que la vie est beaucoup plus répandue que nous ne le pensions auparavant. Mais même dans le cas contraire, il reste 10 autres planètes de type boucle d'or à étudier dans la liste. Le télescope spatial James Webb est un outil extraordinaire, mais il a ses limites. Il ne peut pas détecter de petites planètes semblables à la Terre en raison de leur taille. Pour résoudre ce problème, la NASA prévoit de lancer un autre instrument, le télescope spatial Roman. Celui-ci sera encore plus efficace pour repérer ces types de planètes et les composés associés à la vie. Et puis, nous avons également le projet SETI. SETI qui signifie Search for Extraterrestrial Intelligence, ou Recherche d'intelligence extraterrestre, est en quête de signes de vie extraterrestres depuis les années 80. Les chercheurs du projet croient également que nous découvrirons des signes de vie dans les 10 prochaines années. Récemment, ils ont lancé un projet de grande envergure, baptisé COSMIC, et qui utilise un réseau de télescopes radio du Nouveau-Mexique, que vous aurez peut-être déjà vu dans le film Contact. COSMIC permet aux scientifiques d'écouter simultanément des centaines de milliers, voire des millions, de systèmes stellaires. Les télescopes scrutent le ciel et analysent les données en temps réel. Si des signaux intéressants sont détectés, les scientifiques peuvent les examiner immédiatement, au lieu d'attendre des semaines, voire des mois. Ces signaux sont souvent soudains et très brefs, mais COSMIC peut détecter même les plus courts, qui ne durent que quelques nanosecondes. Il peut également contribuer à d'autres recherches, comme l'étude des sursauts radio rapides, mystérieux et inexpliqués, ou encore de la matière noire. C'est l'outil le plus massif et le plus puissant jamais créé pour la recherche de vie extraterrestre. Mais il ne suffit pas seulement d'écouter. Pourquoi ne pas essayer de prendre contact nous-mêmes? La NASA a envoyé des signaux dans l'espace lointain. En 2002, leur Deep Space Network a émis un signal en direction de la sonde Pioneer 10. Sur son trajet, le signal a rencontré un obstacle, une naine blanche située à 27 années-lumière de la Terre. Si une planète orbite autour de cette étoile, le signal pourrait également l'avoir atteinte. Et si des formes de vie intelligentes y existent, nous pourrions recevoir une réponse d'ici 2029. Le DSN continue d'envoyer de puissantes transmissions dans l'espace. Au cours des 3 prochains siècles, ces signaux croiseront 222 étoiles. Peut-être qu'un jour, nous recevrons une réponse provenant d'un endroit lointain. Mais pourquoi n'avons-nous pas encore reçu de réponse? L'univers compte environ 200 milliards de galaxies, chacune comportant environ 100 milliards d'étoiles. Même si seul 1% de ces étoiles possédaient une planète, cela ferait toujours 200 trillions de planètes possibles.
Et si la probabilité que ces planètes abritent la vie est d'1 sur 1000 milliards, il resterait encore quelques centaines de milliers de planètes. Alors, où est passé tout le monde? Cette question est connue sous le nom de paradoxe de Fermi. Une première explication, moins effrayante, est que l'univers pourrait être plein de vie, mais que cette vie ne serait pas intelligente au sens où nous l'entendons. Certaines planètes pourraient ainsi abriter des microbes, des oiseaux ou des dinosaures de l'espace. C'est ce qu'on appelle la théorie du grand filtre. Elle suggère qu'il existerait des paliers que la vie doit surmonter pour devenir intelligente. Et peut-être que ces autres espèces ne les ont tout simplement pas encore franchis. Réfléchissez-y. La vie sur Terre a commencé dans l'océan, a évolué pour ramper sur Terre, s'est diversifié en de nombreuses formes, a traversé 5 extinctions massives, évolué de nouveau, et finalement conduit à l'apparition des êtres humains. Nous avons bâti des sociétés, développé des systèmes de santé, et ce n'est qu'à ce stade que nous avons commencé à rechercher d'autres formes de vie. Une autre théorie, appelée l'hypothèse du goulet gaïen d'étranglement, suggère une idée similaire. Bien qu'il ne soit peut-être pas si compliqué pour une vie rudimentaire de débuter, il est incroyablement difficile pour cette vie de survivre et de prospérer sur de longues périodes. Vénus, par exemple, aurait pu avoir des océans et des conditions similaires à celles de la Terre, mais un effet de serre incontrôlé a causé l'évaporation de toute cette eau, la rendant stérile. Mars avait également de l'eau liquide à sa surface autrefois, et la Lune et Mercure ont possédé des atmosphères denses pendant un court instant. En revanche, la Terre a conservé de l'eau liquide à sa surface pendant presque toute son existence. Il est extrêmement rare et remarquable qu'une planète maintienne des températures comprises entre 0 et 100 degrés Celsius au cours de millions d'années. Il pourrait être mal avisé de rechercher une vie intelligente utilisant la même technologie que nous, car elle aurait évolué dans des conditions totalement différentes. C'est là que l'équation de Drake intervient. Cette formule permet de calculer le potentiel de développement de l'intelligence sur une planète donnée. Pour obtenir un résultat, nous devons connaître plusieurs variables. Combien d'étoiles existent, combien d'entre elles possèdent des planètes, la probabilité que ces planètes abritent la vie, et ainsi de suite. Hélas, nous ne connaissons pas encore ces chiffres, et le résultat pourrait être insignifiant. Mais supposons qu'il existe au moins une autre espèce intelligente. Pourquoi ne nous sommes-nous pas encore rencontrés? Il pourrait y avoir de nombreuses raisons à cela. Peut-être qu'ils ne nous trouvent pas suffisamment intéressants. Ou peut-être que le problème vient de nous, et que nous ne cessons jamais de manquer leurs signaux. Ou peut-être avons-nous manqué toute l'espèce. L'univers est incroyablement vaste et ancien. Il a plus de 14 milliards d'années. Si nous compressons toute l'histoire évolutive de la Terre en une journée de 24 heures, la vie commence à 4 heures du matin. Les dinosaures disparaissent à 23h40 et les premiers humains apparaissent 2 minutes avant minuit. Dans cette analogie, les humains existent depuis seulement 77 secondes, et notre technologie capable de détecter une vie extraterrestre est encore plus récente, soit moins d'1 seconde. Avec de telles distances et des périodes aussi longues, les chances que nous existions au même moment que d'autres espèces intelligentes sont minces. Si leur civilisation n'a duré que quelques millénaires, nous pourrions facilement les manquer complètement. Mais cela ne signifie pas que nous devrions abandonner nos recherches. Les scientifiques craignaient que les signaux radio de la Terre ne s'affaiblissent avec le temps. Mais une étude récente a montré que c'est en fait le contraire qui se produit. Le nombre de nos satellites ne cesse de croître, ce qui rend notre planète plus détectable. D'ici la fin de la décennie, nous pourrions avoir plus de 100 000 satellites, rendant la Terre extrêmement brillante dans le spectre radio. S'il existe une espèce avancée quelque part, elle nous repérera facilement, même à de très grandes distances. Les astronomes sont optimistes à ce sujet, et il y a de grandes chances qu'ils découvrent des créatures extraterrestres pendant que vous et moi sommes encore de ce monde. Il y a des tonnes de choses étranges sur Mars, des cuillères, des nouilles, des portes, et même des visages. Sont-ils vraiment juste des cailloux? Et par ailleurs, ce n'est pas la seule planète de notre système solaire qui soit remplie de choses mystérieuses. Découvrons-les ensemble. Récemment, on a découvert une chose étrange sur Mars qui s'apparente à un objet lisse, semblable à une cuillère. Il s'est attiré pas mal d'attention après avoir été repéré par le rover Curiosity de la NASA. La roche, avec son manche et sa tête arrondie, semble flotter sur la photo. Les internautes demeurent perplexes quant à ce que cela pourrait bien être. Certains plaisantent en avançant
qu'il s'agirait d'une quille de bowling martienne, ou même d'un chausse-pied laissé par une civilisation extraterrestre. Mais Andrew Good, le porte-parole de la NASA, dit que ce n'est rien de si excitant. Il semblerait que ce ne soit qu'un rocher façonné par le vent au cours d'une longue période. Ce type de roche aux formes étranges est commun sur la planète Mars. On les appelle des ventifacts. Un ventifact est une roche qui peut être gravée, creusée ou lissée par les minuscules particules charriées par le vent. On trouve généralement ces types de roches dans des endroits secs où il n'y a pas beaucoup d'arbres ou de végétation pour arrêter les courants aériens et où beaucoup de sable est emporté. Parfois, le vent peut donner à ces ventifacts des formes vraiment étonnantes, comme ces rochers en forme de champignons que l'on peut observer dans le parc naturel du désert blanc égyptien. Ces roches ressemblent à la maison des Schtroumpfs, car le vent érode la partie inférieure plus rapidement que le sommet, leur donnant cette forme allongée. Les ventifacts ne sont pas les seules roches martiennes dignes d'intérêt. Regardez plutôt ces séries de pointes à l'aspect irréel qui émergent de la surface rouge. Le rover Curiosity les a découvertes lors de l'exploration du cratère Gale sur Mars. Elles ont rapidement captivé l'attention de tout le monde. Ces structures torsadées, semblables à des pointes, ressemblaient à une porte vers un autre monde. Même l'Institut SETI, une organisation consacrée à la recherche de vie extraterrestre, a bien été forcé d'admettre à quel point cette roche était stylée. Mais en réalité, ce ne sont que des cheminées de faits. Ces pointes hautes et effilées se manifestent lorsqu'une roche dure se trouve au-dessus de couches plus tendres. Il est probable que ces pics martiens ne soient ce que le remblai d'anciennes fractures dans la roche sédimentaire, et dont les matériaux plus tendres se sont érodés au fil du temps. On compte également de nombreuses cheminées de faits sur Terre. On les appelle également pyramides, ou demoiselles coiffées. On peut en trouver dans des régions telles que Bryce Canyon, en Utah, ou même dans les Hautes-Alpes. La NASA s'intéresse à ces structures étranges, car elles pourraient nous aider à en apprendre davantage sur l'histoire du cratère Gale. On a aussi aperçu un rocher qui ressemblait à un beignet à la confiture. Il a été baptisé Pinnacle Island après avoir été repéré par les caméras de la NASA. Néanmoins, seulement 4 jours auparavant, il était introuvable. Alors, comment est-il magiquement apparu? Eh bien, sans la moindre surprise, il a simplement été délogé par l'une des roues du rover Opportunity pendant qu'il traversait le terrain. Mais le mystère continue de planer autour de ce fameux beignet. Les analyses ont révélé que Pinnacle Island contenait des niveaux étonnamment élevés de soufre et de manganèse. Or, ces deux éléments sont solubles dans l'eau. En d'autres termes, de l'eau martienne aurait pu introduire ces éléments à l'intérieur même de la roche. Ainsi, cette petite chose a soudainement causé un certain scandale, ainsi qu'un procès intenté contre la NASA. Un homme soutenait que l'agence avait négligé la possibilité qu'il s'agisse, là, d'un authentique champignon martien. Mais toutes nos trouvailles ne sont pas d'ordre naturel. Une autre découverte déconcertante a été cette chose repérée par Perseverance. Ça ressemble à des spaghettis ou à de la ficelle emmêlée. À l'inverse du beignet mentionné plus tôt, cet objet mystérieux est apparu dans une image saisie par la caméra du rover, puis a disparu dans le sol sablonneux en seulement quelques jours. Il semblerait qu'il puisse d'agir des débris du système d'atterrissage du rover martien. Perseverance a atterri dans le cratère G0 en février 2021. Il a connu un atterrissage difficile et a accidentellement dispersé des débris tout autour de lui. Certains de ces débris apparaissent dans les images du rover depuis un certain temps maintenant. L'objet qui ressemble à un fil n'est probablement qu'un morceau de dacron déchiqueté, qui est un type de fibre utilisé dans les couvertures thermiques. Ces couvertures aident à réguler la température des équipements pendant l'incandescent processus d'entrée dans l'atmosphère martienne. Il a probablement subi une déchirure et des dommages significatifs en raison des forces à l'œuvre pendant l'atterrissage. Les couvertures thermiques se perdaient pas mal de choses à l'époque, comme ce morceau de feuille brillante repéré en juin par exemple. L'astromobile l'a retrouvé sur un rocher. Ce qui est remarquable, c'est la distance que certains de ces débris ont parcouru. Le rover a atterri à environ 2 km de l'endroit qu'il explore actuellement, et c'est probablement parce que le crash a projeté les débris dans les airs, et que les vents martiens les ont emportés sur une telle distance. Mars est connu pour ses vents violents, qui peuvent déplacer les objets les plus légers. Toutefois, s'il est amusant de les découvrir à l'écran,
des inquiétudes persistent au sujet des débris et autres déchets abandonnés sur Mars. Nous n'avons même pas réglé ce problème sur Terre, et nous sommes déjà en train de le reproduire sur Mars. Les débris que nous avons laissés sur la planète rouge s'accumulent déjà dans une zone baptisée Ogualo Flats. De plus, ces détritus peuvent accidentellement contaminer les tubes d'échantillonnage utilisés pour collecter les roches martiennes. Jusqu'à présent, la NASA ne semble pas trop inquiète à ce sujet, mais ils gardent un œil attentif dessus pour prévenir tout problème avec leurs engins. Maintenant, que diriez-vous d'examiner non pas des choses, mais des animaux? Le rover Curiosity a causé le plus grand émoi lorsqu'il a photographié une chose qui ressemblait à un rat martien. Certains ont commencé à spéculer qu'il pourrait s'agir d'une trace de vie extraterrestre, ou même que ce rongeur ait été apporté par Curiosity. Mais le rat de Mars, une fois de plus, s'est avéré n'être qu'un étrange caillou. Il ne devait son aspect qu'à des processus naturels, comme l'érosion éolienne et l'abrasion mécanique. Nous avons également découvert plusieurs choses qui nous rappellent des asticots. Curiosity a pris cette photo d'une formation ressemblant à des vers qui se tortillent à travers le paysage martien. En dépit de sa petite taille, cette formation se distingue par sa forme unique et sa texture rugueuse. Elle est probablement faite d'un matériau durable, résistant à l'érosion constante de la planète. Et enfin, notre découverte la plus mystérieuse est le visage de Mars. Cydonia Mensae est une région de Mars qui a captivé à la fois l'intérêt scientifique et celui du public. Elle se trouve dans l'hémisphère nord de Mars et se situe entre des régions constellées de cratères au sud et des plaines relativement lisses au nord. Il existe une théorie selon laquelle les plaines du nord auraient pu être autrefois des fonds marins. Peut-être Cydonia était-elle autrefois une zone côtière? Cet endroit déborde de caractéristiques aussi intéressantes que magnifiques et qui nous apprennent beaucoup de choses sur l'histoire de la planète rouge. Mais sa particularité la plus intéressante reste le visage martien. Cette chose a suscité la plus grande attention depuis qu'elle a été repérée par l'orbiteur Viking 1 en 1976. Certains croyaient que c'était la trace d'une civilisation martienne depuis longtemps disparue. Au début, la NASA l'a rejeté comme n'étant qu'un jeu d'ombres et de lumière. Mais après quelques analyses, il s'est avéré que c'était, encore un rocher. Nous avons également vu un visage d'ours, capturé par la caméra High Resolution Imaging Science Experiment. Dans cette image, on peut observer une faille suivant un motif circulaire, et qui ressemble à la tête d'un ours, avec deux petits cratères formant les yeux et une aspérité en forme de V qui en compose la truffe. Cette tête s'est probablement formée parce que quelque chose de lourd s'est retrouvé sur un ancien trou dans le sol. Celui-ci était rempli soit de lave, soit de boue. Le relief ressemblant à un nez est, quant à lui, censé provenir d'une éruption. Mais pourquoi continuons-nous de voir ces choses étranges sur Mars? Parfois, notre cerveau peut nous leurrer et nous laisser voir des choses telles que des visages ou des objets dans les rochers et la nature. Mais tout cela n'est qu'une illusion, appelée pareidolie. La pareidolie est un phénomène psychologique qui nous laisse voir des motifs ou des formes familières, surtout des visages, là où il n'en existe aucun. Cela se produit parce que lorsque le cerveau est confronté à quelque chose qu'il ne reconnaît pas ou ne comprend pas immédiatement, il essaie de se rappeler des choses qui y ressemblent le plus. Il perçoit ainsi des motifs, des textures ou des sons étrangers comme quelque chose de significatif et de reconnaissable. C'est pourquoi une chaise avec des vêtements dessus peut ressembler à une figure d'épouvante pendant la nuit. Cela vous fait également voir des visages ou des formes dans les nuages, ou déceler des sons reconnaissables et même des mots dans un bruit incongru. C'est une preuve fascinante de la complexité de notre perception. Mais nous devrions également nous prémunir contre cela, et ne pas trop laisser courir notre imagination. 1994, il faisait sombre, de sorte que personne n'a remarqué les deux silhouettes ouvrant les sorties de secours d'un complexe de dômes en verre situé en Arizona et connu sous le nom de Biosphère 2. Elles étaient déterminées à libérer 7 personnes enfermées à l'intérieur depuis 1 mois, risquant leur vie au nom de la science. La mission a été un succès, mais on les a accusés de violation de propriété et de vandalisme. Les vandales étaient Abigail Alling et Mark Van Tillo. Ils faisaient partie des 8 premiers malheureux à vivre dans cet endroit comme des cobayes.
et ils ne voulaient pas que d'autres subissent les mêmes horreurs qu'ils avaient vécues. 150 millions de dollars ont été dépensés pour déterminer si les humains pouvaient y créer des conditions de vie convenables sur d'autres planètes, comme Mars. Pour ce faire, les scientifiques ont construit un mini-monde avec plus de 3000 espèces de plantes et d'animaux. La biosphère 2 était un habitat de 12 000 mètres carrés, complètement isolé, doté de sa propre mini-forêt tropicale, d'une plage privative avec un récif de corail, d'une petite savane, d'un marais, et même d'un bout de désert. Entre 1991 et 1993, rien n'a pu entrer ou sortir de cet endroit. Le groupe de 8 personnes enfermées à l'intérieur se nommait les Biosphériens et portaient des combinaisons assorties à la manière de Star Trek, cultivant leur propre nourriture et respirant leur propre air. Tout a débuté avec de grands espoirs et un petit déjeuner digne d'un hôtel 5 étoiles, mais les choses ont pris un tournant plus sombre au fil des mois. Toute l'équipe mourait de faim et virait à l'orange. Dans la Biosphère 1, qui est notre bonne vieille Terre, vous pouvez commander une pizza en 2 minutes. Mais à l'intérieur de la Biosphère 2, il leur aura fallu 4 mois interminables pour préparer une margherita. Ils ont dû récolter du blé pour la pâte et traire des chèvres pour le fromage. L'objectif était d'être complètement autosuffisants, et ils sont devenus une partie intégrante de leur atmosphère, littéralement. Lorsqu'ils expiraient, leur dioxyde de carbone nourrissait les patates douces qu'ils cultivaient. Et ces patates douces devenaient en retour une partie d'eux-mêmes, puisqu'ils mangeaient essentiellement le même carbone encore et encore. Ils se sont en repus de patates douces que leur peau est réellement devenue orange à cause de tout cet excédent de bêta-carotène. Ce qui semblait être une situation amusante sur le moment a mis en évidence un gros problème. Les rendements agricoles dans la Biosphère 2 étaient extrêmement décevants, et l'équipe mourait de faim. La faim les rendait fous, et des accès de colère subite les ont conduits à faire des choses regrettables, comme voler des bananes dans la réserve du sous-sol. Au bout d'un moment, il a fallu verrouiller le congélateur. Au cours des 6 premiers mois, chacun d'eux a perdu entre 8 et 26 kilos. Chaque jour, quelqu'un se chargeait de peser les aliments frais pour le cuisinier, consignant toute information sur les nutriments dans l'ordinateur pour s'assurer que l'équipage atteignait ses apports recommandés en calories, protéines et matières grasses. Au début, les repas étaient servis sous forme de buffet, mais à mesure que les vivres commençaient à manquer, les cuisiniers ont commencé à diviser méticuleusement leur nourriture en portions égales. Leur régime, principalement des patates douces, des carottes, des fruits et occasionnellement de la viande le dimanche, était censé leur permettre de tenir pendant ces épuisantes semaines de 80 heures, faites de travail manuel épuisant. Les biosphériens quittaient chaque repas encore affamés et faisaient des rêves récurrents de Big Mac, de sushis, de barres chocolatées et autres gâteaux. L'air commençait à manquer. L'endroit était entièrement scellé, avec un dôme de verre et d'acier par en haut, et un sol fait du même métal par en bas. Les responsables veillaient à contrôler tout ce qui y entrait, afin d'éviter que des matériaux synthétiques émettent des gaz nocifs. Les zones de confort étaient meublées de bois et de laine, et on ne pouvait pas y utiliser de déodorants chimiques ou y souffler de bougies d'anniversaire. Les biosphériens comptaient sur la nourriture qu'ils cultivaient et sur leur mini-forêt tropicale pour produire l'oxygène nécessaire à leur survie. Cependant, ils perdaient très rapidement de l'oxygène, asphyxiés par leurs propres émissions de dioxyde de carbone. Et le pire, c'est qu'ils n'avaient aucune idée de pourquoi. Avec encore 9 mois d'expérience à subir, le niveau d'oxygène avait déjà chuté de 21 à environ 15%, ce qui donnait l'impression de vivre au sommet du mont Fuji. Ils se sentaient terriblement mal et se traînaient péniblement à travers la biosphère. Ils ne pouvaient même pas terminer une phrase sans s'arrêter pour reprendre leur souffle. Puis l'apnée du sommeil a commencé à apparaître, certains se réveillant à bout de souffle. Pour réduire les niveaux de CO2 à l'intérieur de la biosphère 2, ils ont bien tenté quelques manœuvres désespérées, comme faire pousser des plantes à un rythme fou, réduire autant que possible l'arrosage du sol, et même renoncer à labourer leur culture. Rien n'a fonctionné. Tout le monde a donc convenu qu'ils n'étaient pas très loin de toucher le fond, et ils ont donc résolu de demander de l'aide. Des camions réfrigérés sont arrivés pour pomper de l'oxygène pur dans Biosphère 2. Dès que le gaz a commencé à se répandre, ils se sont mis à rire aux éclats et à courir partout comme des cabris. L'écosystème était un véritable désastre. Les colibris et les abeilles ont disparu après quelques mois, de sorte que les plantes n'étaient plus pollinisées. Les vers et les acariens ont attaqué les cultures, et les cafards ont tout envahi. 4 espèces de cafards savailles ont été introduites pour recycler la matière organique, mais les cafards domestiques ordinaires étaient les survivants ultimes. Ils sont parvenus à s'infiltrer et à se multiplier, présentant une menace sérieuse pour les cultures.
La nuit, la cuisine était envahie de cafards dès que les lumières s'éteignaient. Pour combattre cette infestation, le groupe a graissé des tasses de café avec du lubrifiant et y a mis des morceaux de papaye pour servir d'appât. Les cafards grimpaient à l'intérieur, mais ne pouvaient plus en escalader les bords glissants pour s'échapper. Avoir faim, manquer d'oxygène, faire face à des infestations d'insectes, cela suffirait à rendre fou n'importe qui. De violentes disputes ont conduit les gens à se jeter des tasses à la figure et à se cracher dessus. Finalement, le groupe s'est simplement scindé en deux. Ils ont arrêté de se parler et pouvaient se croiser dans les couloirs sans même s'adresser un regard. La moitié d'entre eux voulaient plus de nourriture et d'oxygène pour poursuivre l'expérience avec dignité, tandis que l'autre moitié croyait en leur chance de survie sans aide extérieure, et ce quoi qu'il en coûte. En vérité, la chambre scellée avait été violée bien avant tout cela. Juste 2 semaines après leur entrée, une biosphérienne du nom de Jane Pointer s'était coupé le bout du doigt dans un accident de cuisine en préparant du riz. Le médecin de la mission a essayé de le recoudre, mais cela n'a pas fonctionné et son doigt a noirci en quelques jours. Elle s'est rendue à un hôpital extérieur pour y être opérée, et quelques heures plus tard, elle est retournée à l'intérieur avec un sac de sport rempli de fournitures comme des pièces d'informatique et des pellicules couleur. Les journalistes n'ont découvert cette livraison furtive que bien des mois plus tard. Et en raison de cela, nombre de gens ont remis en question la crédibilité de toute l'expérimentation. Les médias ont traité l'expérience comme une émission de télé-réalité, la qualifiant de divertissement écologique à la mode. Les gros titres de partout dans le monde donnaient l'impression que l'équipe était sur le point d'y laisser la vie. Au point que leurs familles s'inquiétaient et appelaient sans cesse les biosphériens pour s'assurer qu'ils allaient bien. Le groupe avait l'impression d'être dans un zoo humain, avec des touristes venant de loin pour les regarder au travers de leur cage de verre. Rien que dans les premiers 6 mois, plus de 150 000 personnes ont visité l'endroit. La Biosphère 2 a fini par devenir un gag dans la culture populaire, inspirant une comédie appelée Biodome et des décennies de sketchs amusants. Vous vous demandez peut-être pourquoi aucun d'eux n'a abandonné l'expérience et n'est sorti par la grande porte. Eh bien, aucun des environnementalistes ne voulait être le premier à admettre que c'était au-dessus de ses forces. De plus, ils gardaient encore tous l'espoir de pouvoir relever le défi de la construction d'une seconde Terre. En bout de compte, ils sont parvenus à découvrir où étaient repassées les 7 tonnes d'oxygène manquant. Il avait été absorbé par le béton. Même si être essoufflé tout le temps peut sembler avoir été le plus grand défi qu'ils aient dû relever, les biosphériens ont déclaré que l'apprentissage du contact humain dans un environnement clos était encore plus difficile. Il semble que l'expérience ait été un énorme fiasco, mais le groupe a acquis beaucoup de précieuses leçons. Ils ont prouvé qu'un écosystème scellé pouvait fonctionner pendant des années. Ils ont contribué à des études sur la restauration des récifs coralliens. Et leur ferme a montré qu'un rendement élevé et un recyclage complet des nutriments pouvaient être atteints sans l'aide de produits chimiques. Au cas où vous vous le demanderiez, ça n'a pas été la fin du complexe de verre. La seconde mission à l'intérieur de la Biosphère 2 a eu lieu en mars 1994. Maintenant, vous pouvez retourner au début de la vidéo pour comprendre comment ça a pu se passer pour eux. Mars est une planète aride, rocheuse et stérile. Il est difficile d'imaginer qu'il fut un temps où la planète rouge aurait pu avoir un paysage similaire au nôtre. Mais les scientifiques pensent que c'était le cas il y a des millions d'années et que Mars abritait alors de vastes océans d'eau liquide. Début 2021, la NASA a envoyé son rover le plus avancé sur la planète rouge. Sa mission est de rechercher tous les signes de vie microbienne qui puissent suggérer le passé de cette planète. Ils ont nommé le rover Persévérance, ou Percy pour faire court. Même l'atterrissage initial de Percy sur Mars a été une avancée scientifique. Le rover s'est posé en utilisant l'autonavigation ainsi que des caméras embarquées pour suivre la surface de la planète et trouver l'endroit idéal pour se poser. Cela aide les scientifiques à déterminer les meilleures options d'atterrissage pour les futures missions sur Mars. Percy parcourt actuellement la planète rouge, guidé par un nouveau système d'autonavigation très avancé. Il passe la majeure partie de ses journées à analyser les formations rocheuses. Percy est équipé d'un laser de pointe qui tire un minuscule rayon dans les roches. Le laser crée un plasma à partir des échantillons rocheux. Ensuite, le spectrographe embarqué de Percy analyse le plasma pour identifier la composition chimique de la roche. 2 des découvertes les plus importantes de Percy jusqu'à présent sont des roches qui ont été surnommées Maz et Yigo. Ces mots viennent du dialecte navajo en hommage à un ingénieur de la NASA de la tribu amérindienne des Navajos. Maz signifie Mars et Yigo signifie diligent.
Ces deux roches ont une composition semblable à celle du sel, ce qui signifie que ce sont des roches ignées. Si tu n'es pas familier avec les espèces de roches, sache que le terme igné signifie que la roche a été formée à partir d'une éruption volcanique. La forme actuelle de Maz et Ygó suggère qu'elles ont été moulées par un environnement aqueux. Cela pourrait être la preuve que Mars était autrefois rempli d'eau. Une autre chose intéressante découverte récemment a été surnommée Arbor Seal, autrement dit le phoque. Il s'agit d'une roche sombre et lisse qui, selon les scientifiques, a été sculptée par de puissants vents du nord-ouest et qui ressemble à cet animal marin 6 joueurs. Depuis des décennies, les scientifiques ont émis des théories sur les vents et les conditions météorologiques sur Mars. Cette découverte semble confirmer leur modélisation météorologique actuelle de la planète. Percy a renvoyé plus de 20 000 images depuis son arrivée sur Mars en février, y compris un selfie qui a mis Internet en émoi. Des fichiers audio ont également été envoyés depuis la mission sur Mars. Pour la toute première fois, nous pouvons écouter les sons ambiants sinistres des vents extraterrestres sur le paysage martien. Tout cela grâce au microphone embarqué du rover. Pour la toute première fois également, de l'oxygène a été produit à l'aide de la technologie humaine sur une autre planète. À l'intérieur de Percy se trouve une boîte plaquée d'or de la même taille qu'une batterie de voiture. C'est l'unité MOXIE. MOXIE est l'acronyme de Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment. Oui, c'est un peu long à dire. L'atmosphère de Mars est composée à 95% de dioxyde de carbone. L'unité MOXIE diffuse le dioxyde de carbone et grâce à un processus chimique complexe, le transforme en oxygène. L'unité a produit une quantité modeste, mais tout de même historique, de 5 grammes d'oxygène. Cela équivaut à environ 10 minutes d'air respirable. C'est aussi un bon signe en vue de ce que l'on pourrait faire à l'avenir. Qui sait, peut-être qu'un jour MOXIE pourra produire suffisamment d'oxygène pour alimenter une colonie humaine sur Mars. Pour l'instant, les scientifiques se concentrent davantage sur le fait que MOXIE produise suffisamment d'oxygène pour créer du carburant pour fusée. Pour propulser un vaisseau spatial moderne de taille standard sur Mars, il faudrait 7 tonnes de carburant pour fusée et 25 tonnes d'oxygène. Ce serait bien trop lourd pour qu'un vaisseau spatial puisse les apporter depuis la Terre. Donc, s'il doit y avoir un jour une mission habitée vers et depuis Mars, il doit y avoir un moyen de créer du carburant sur la planète. Pour ceux qui s'inquiètent de la solitude de Percy, il a en fait un compagnon spécial avec lui. Rangé à l'intérieur du rover lors de sa descente vers Mars, il y avait un petit hélicoptère coûteux nommé Ingenuity, mais appelons-le Genie pour faire court. Le développement de ce mini-hélicoptère a coûté 80 millions de dollars à la NASA. Mais chaque centime en a valu la peine, car Genie est entré dans l'histoire en effectuant le premier vol de drone motorisé sur un autre monde. Genie a été un exploit scientifique, car les ingénieurs ont d'abord lutté pour concevoir un hélicoptère assez petit pour être rangé dans un rover interplanétaire, mais assez puissant pour s'envoler depuis une autre planète. Après le succès de Genie, les scientifiques collectent maintenant les données de cet hélicoptère unique en son genre pour aider à la conception de micro-drones intelligents ici sur Terre. L'hélicoptère est utilisé pour explorer les terrains qui ne conviennent pas au rover. Genie plane au-dessus du paysage martien afin de collecter des données et prendre des photos aériennes à renvoyer sur Terre. Genie est alimenté par des panneaux solaires situés au-dessus des pales du rotor. Les scientifiques craignaient que les panneaux ne soient recouverts d'une épaisse couche de poussière martienne et que l'hélicoptère ne soit plus alimenté. Heureusement, le flux d'air provenant des pales nettoie automatiquement les panneaux solaires de Genie. À l'intérieur de ces mécanismes, Genie transporte un petit morceau de tissu de la taille d'un timbre-poste provenant de l'avion historique de 1903 des frères Wright. C'est un hommage aux pionniers de l'aviation. Le rover Curiosity a atterri pour la première fois sur Mars en 2012 et erre sur la planète rouge depuis plus de 12 ans. Curiosity n'a pas été conçu pour détecter la vie comme l'a été Perseverance, mais plutôt pour déterminer si Mars possède les éléments nécessaires au développement de la vie. Cela comprend des éléments comme de l'eau liquide, du carbone et des sources d'énergie. Curiosity a trouvé un site que les scientifiques ont appelé la baie de Yellowknife. Ce site abritait autrefois un lac. Le rover a découvert des minéraux laissés par les eaux, montrant que l'eau du lac n'était ni trop acide ni trop salée. Elle aurait eu un pH équilibré. Du carbone, de l'azote et d'autres éléments qui pourraient potentiellement soutenir la vie ont tous été trouvés dans le cratère de l'ancien lac. Et le plus important, c'est que Curiosity a trouvé des sources d'énergie potentielles pour la vie microbienne. Alors peut-être qu'il pourrait bien y avoir une vie sur Mars après tout. Curiosity est entré dans l'histoire en étant le premier rover martien à être témoin et à mesurer une tempête de poussière à l'échelle planétaire.
Tout comme sur Terre, le vent souffle constamment sur Mars et érode les couches géologiques. Cela crée beaucoup de poussière qui finit par former de gros nuages. Les nuages de poussière absorbent la lumière du Soleil et se réchauffent, ce qui rend les vents plus intenses. Sans pluie ni océan, les nuages deviennent parfois si gros qu'ils enveloppent toute la planète et créent une tempête de poussière géante. En 2018, Curiosity a assisté à l'une de ces grandes tempêtes depuis la surface martienne. Il a constaté que la lumière du Soleil sur la planète avait diminué de 97% et que de nombreuses grandes dunes de sable avaient été laissées derrière lui. Curiosity a passé plus de 10 ans à mesurer les radiations de l'environnement martien. Cela permet aux scientifiques de déterminer si les humains peuvent visiter la planète rouge en toute sécurité sans être irradiés. Jusqu'à présent, les nouvelles sont encourageantes et les niveaux de radiation de Mars sont comparables à ceux que connaissent les astronautes à bord de la Station spatiale internationale. Cela signifie que les astronautes pourraient endurer un aller-retour de longue durée sans avoir à trop s'inquiéter des radiations. Mars abrite le plus grand volcan du système solaire, Olympus Mons. Ce volcan géant mesure 22,5 km de haut, soit environ 2,5 fois la taille du mont Everest. Le volcan s'est formé il y a des millions d'années, à une époque où Mars était rempli d'innombrables volcans, crachant de la lave en fusion sur la surface de la planète. Olympus Mons est un volcan bouclier, donc plutôt que de cracher violemment de la lave et des flammes dans les airs, la lave s'écoulait lentement le long des parois du volcan. C'est ce qui lui donne son aspect bas et trapu et une pente moyenne de seulement 5%. Âgé de seulement quelques millions d'années, Olympus Mons est encore un volcan assez jeune. Pour cette raison, les scientifiques pensent qu'il pourrait potentiellement être encore actif. Il pourrait donc entrer en éruption à un moment donné dans le futur. Le rover Curiosity ne se contente pas d'observer la géologie locale, il prend aussi note de ce qui se passe dans le ciel. En mars 2021, il a capturé ces couleurs chatoyantes et iridescentes dans le ciel, appelées nuages nacrés. Ce phénomène coloré se produit généralement peu de temps après la formation des nuages, lorsque toutes les particules du nuage ont une taille presque identique. Accroche-toi à ton scaphandre, car le rover Curiosity de la NASA vient de tomber sur une formation rocheuse parmi les plus insolites qu'on ait jamais observées. Et il aura fallu que ça se produise un 1h avril. Étrange coïncidence, n'est-ce pas? L'appareil a saisi des clichés de roches qui ressemblent à des os de dragon. Laisse-nous te ramener en 2012, lorsque Curiosity a fait sa grande entrée sur le sol martien. Il s'agissait alors du nec plus ultra des rovers, le plus performant et le plus imposant de l'époque. Et depuis, il n'a cessé d'enchaîner les découvertes. Il a même décelé des traces d'eau et de molécules organiques sur cette planète. Ces trouvailles ont constitué un pas de géant dans cette quête, qui consiste à déterminer si Mars a jamais pu accueillir la vie. Mais n'oublions pas que Curiosity n'est plus tout jeune. L'astromobile arpente Mars depuis 11 ans, et son heure de gloire s'est peut-être bien achevée avec le lancement du tout nouveau rover Perseverance. Néanmoins, Curiosity parvient toujours à captiver notre imagination grâce à son talent pour repérer des roches à l'aspect familier. Des objets en forme d'arêtes de poisson à ceux qui nous évoquent des feux de circulation, Curiosity nous a donné de nombreuses raisons de nous émerveiller. Mais aujourd'hui, tout l'Internet explose d'excitation devant les images époustouflantes de la caméra embarquée de Curiosity. Les internautes s'emballent devant ceux que l'on ne peut décrire que comme des os de dragon. Un astrobiologiste a bien reconnu que Mars nous avait déjà régalé d'une variété d'objets incongrus. Mais celui-ci a dépassé toutes nos attentes. Selon la théorie la plus en vogue, ces stries uniques sur la structure se sont formées des suites d'une érosion importante, probablement causée par les vents martiens. Tu te dis peut-être, bon d'accord, c'est bien cool tout ça, mais quel est l'intérêt de ce caillou bizarre? Eh bien, tout d'abord, il nous rappelle tout ce qu'il nous reste à découvrir sur notre mystérieuse voisine rouge. Alors que nous contemplons d'éventuels os de dragon et rêvons d'aventures interplanétaires, le rover Curiosity, lui, reste pragmatique. Sa mission principale consiste à recueillir un maximum de données et à déterminer si Mars a déjà abrité de minuscules formes de vie microbienne. Ce n'est pas la première fois que notre fidèle Curiosity tombe sur quelque chose de vraiment hors du commun. Notre robot explorateur nous a également rapporté l'image d'un minuscule rocher sur la planète rouge, et il ressemble étrangement à un livre fossilisé. Peux-tu imaginer tomber sur une bibliothèque martienne? Aux 3008 jours martiens de sa mission, notre intrépide astromobile a pris un cliché intriguant de cette découverte singulière. À l'aide de l'imageur Mars Hand Lens, fixé à son bras robotique, Curiosity a pris une photo de ce rocher qui semble tout droit sorti des rêves les plus fous d'un bibliothécaire. Avant que tu ne te laisses emporter par tes fantasmes d'avide lecteur de l'espace, précisons les dimensions de ce caillou.
Bien qu'il ressemble à un livre, il est de taille minuscule en comparaison. À vrai dire, il ne mesure qu'1 ou 2 centimètres de diamètre. Ne t'attends donc pas à ce que le prochain best-seller martien arrive bientôt dans nos rayons. Il s'agit plutôt d'une édition de poche, parfaite pour une lecture rapide pendant un petit trajet supraluminique. Avant de te réjouir de cette découverte, sache que les responsables de la NASA ont indiqué que les roches de forme particulière étaient assez répandues sur Mars. En outre, des milliards d'années de vents martiens incessants ont tout balayé au loin, à l'exception de ces vestiges de forme unique. Curiosity a l'œil pour repérer les formations inhabituelles. En février 2022, notre rover est tombé sur une fleur minérale dont les motifs ramifiés semblaient avoir été imaginés par un fleuriste de renom. Elle ne mesurait qu'1 petit centimètre de large. Quelques semaines plus tard, le 16 février, Curiosity est parvenu à retrouver des traces rocheuses d'anciens lacs, présentant de minuscules ondulations et des vaguelettes figées dans le temps. Si tu pensais que Mars n'était qu'une terre écarlate, et désolé, détrompe-toi. Les scientifiques ont même découvert des motifs de plus grande dimension, gravés dans la surface martienne par ces anciennes étendues d'eau. Par exemple, il se trouve une formation rocheuse qui ressemble étrangement à l'adorable visage d'un ours en peluche. Qui aurait cru que Mars avait un côté câlin? Et comme si cela ne suffisait pas, une époustouflante variété de rochers étranges en constelle la surface. Mais Curiosity ne se limite pas à recenser des bizarreries et autres particularités. Te souviens-tu du 2 février, lorsque le rover a dévoilé les premières images claires de rayons solaires sur Mars? Imagine un peu, lorsque le soleil franchit l'horizon martien, au moment du lever et du coucher, ces rayons créent un spectacle envoûtant qui perce les nuages. C'est comme un spectacle de laser à la Pink Floyd mais propre à Mère Nature. Il existe même des images en ligne montrant une prétendue porte sur Mars. Et non, il ne s'agit pas d'un passage secret par lequel les petits hommes verts peuvent faire leurs allées et venues, si c'est ce que tu pensais. Les internautes ont carrément pété les plombs lorsque Curiosity nous a transmis ce cliché, qui semblait révéler une cavité semblable à une porte. C'était l'heure des théories farfelues et de l'enthousiasme général. Il n'y a toutefois pas lieu de s'inquiéter, car les experts nous ont fourni une explication bien terre-à-terre. Selon les spécialistes, qui connaissent bien la géologie de Mars, cette structure particulière est très probablement le résultat de l'érosion naturelle. Une réponse barbante, on le sait tous, mais c'est elle qui est le plus souvent à blâmer. Pour autant, certains scientifiques ont également su aborder cette question avec humour. Ils ont souligné que ladite porte avait une hauteur modeste de moins d'1 mètre. Donc, si nous croyons qu'il s'agit d'une porte pour les extraterrestres, il faudrait s'imaginer un type particulier d'alien assez trapu, un peu comme des hobbits martiens. Mais revenons à la réalité. Les experts s'accorderaient à dire que cette porte n'est rien d'autre qu'une ouverture peu profonde dans la roche, habilement créée par les forces de la nature. 16 couches visibles se sont probablement déposées il y a environ 4 milliards d'années au cours d'un processus de sédimentation, peut-être dans une rivière ou une dune poussée par les vents. Les vents sur Mars ont travaillé dur, à éroder ces couches au fil du temps, pour laisser derrière eux les caractéristiques intrigantes que nous voyons aujourd'hui. Si tu regardes de près, tu remarqueras quelques fractures verticales naturelles disséminées dans l'image. Celles-ci sont le résultat de l'altération des roches martiennes, et la petite structure en forme de grotte que nous avons affectueusement surnommée la porte semble s'être formée à l'intersection de ces fractures et des couches susmentionnées. C'est un peu comme si un énorme rocher martien avait décidé de tomber dessus, créant ainsi cette entrée de grotte fantastique. Il existe également un célèbre cratère martien, qui est tout sauf un trou ordinaire dans le sol. Il est rempli d'opales scintillantes. Selon une nouvelle étude très intéressante, ces mystérieux halos de roches entourant les fissures du cratère martien pourraient en fait être constitués de pierres précieuses, riches en eau. Tu te rends compte? Mars, la planète bling bling. Curiosity est une fois de plus venu à la rescousse et a effectué de sérieuses analyses. Il semblerait qu'il existe sur Mars un ancien lit de lacs asséchés qui regorge de minéraux rares de type opale. Cieuse pierre pourrait être la preuve que l'eau et la roche se sont bien amusées au fil du temps sous la surface martienne, et bien plus récemment qu'on a pu l'imaginer. Lorsque les scientifiques commencent à parler d'eau, c'est souvent qu'ils sont à la recherche de signes de vie. Après tout, l'eau est indispensable à la vie telle que nous la connaissons. Mais le hic, c'est que l'eau ne coule plus du tout sur Mars. Ces chercheurs chevronnés doivent donc chausser leurs plus belles lunettes et se mettre en quête de traces géologiques,
indiquant que de l'eau a déjà existé sur cette planète. Quel est le rapport entre les opales et l'eau à la surface de Mars? Eh bien, pour fabriquer de l'opale, il faut des roches contenant beaucoup de silice et du bon vieux H2O. Et ce n'est pas tout. Les chercheurs se sont également plongés dans les archives d'images du rover Curiosity et ont découvert que ces SS Halo riches en opale ne se trouvaient-ils pas tous au même endroit? Non. Ils semblent être disséminés un peu partout dans le cratère Gale, qui ressemble à l'immense lit d'un lac asséché. Qu'ont fait ensuite nos astucieux scientifiques? Ils ont effectué des tests, bien entendu. À l'aide des instruments sophistiqués de Curiosity, ils ont pu confirmer que ces halos de couleur claire contenaient bien de l'opale. Toutes ces données et les superbes images du halo de fracture prises au début de la mission ont conduit les chercheurs à une conclusion stupéfiante. De l'eau a dû subsister pendant longtemps dans le cratère Gale, et ce, bien après l'assèchement de l'ancien lac. Cela signifie également que la vie pourrait avoir existé sur Mars, et ce depuis un peu plus longtemps qu'on ne le pensait. Qui sait, peut-être même jusqu'à la période géologique moderne de Mars, qui n'a commencé qu'il y a 2,9 milliards d'années. Un mur de feu se répand autour de l'épicentre de l'impact. Il brûle tout sur son passage. Les vagues soulevées par l'explosion déferlent sur les grandes villes. Et les tremblements de terre sont si puissants que les immenses gratte-ciel s'écroulent comme des châteaux de cartes. Ce sont les conséquences possibles de la collision avec le premier objet interstellaire de l'histoire à travers notre système solaire. Nous l'avons découvert en 2017, mais nous ne sommes toujours pas sûrs de ce dont il s'agit exactement. Un astéroïde, une comète ou le vaisseau spatial d'une civilisation extraterrestre. Pour l'instant, les scientifiques l'ont nommé Oumuamua. Ce mot hawaïen sonne un peu comme le cri de la vache à nos oreilles, je te l'accorde. Quoi qu'il en soit, sa vitesse est beaucoup plus grande que celle des autres astéroïdes, environ 87 km par seconde. À cette vitesse, tu pourrais traverser les États-Unis d'une côte à l'autre en moins de 3 minutes, et donc cet astéroïde pourrait voyager de la Terre au Soleil en environ 2 mois. En comparaison, nos fusées peuvent voyager jusqu'à 27 000 km par heure. Le même voyage d'un bout à l'autre des États-Unis leur prendrait environ 9 minutes. De nombreux scientifiques supposent donc qu'il s'agit d'un objet artificiel créé par une civilisation très avancée. D'accord, la forme de l'objet joue en faveur de cette théorie. Il est long et étroit et ressemble à un vaisseau spatial. Il fait environ 800 mètres de long, ce qui est bien plus grand que la tour Eiffel. Les scientifiques ont voulu savoir si Oumuamua était vraiment un vaisseau spatial et ils ont orienté leur radiotélescope vers lui. Si la civilisation à bord de ce vaisseau utilisait des systèmes de communication ou nous observait avec leur technologie, nous l'aurions découvert, mais ils n'ont perçu qu'un grand silence, un peu comme ça, pas une seule onde radio. Mais cela ne réfute pas la théorie de la civilisation extraterrestre. Pour en avoir le cœur net, nous avons décidé de déterminer le poids de l'objet. Pour ce faire, nous utilisons la lumière, plus précisément sa réflexion. Différents matériaux reflètent la lumière différemment. Prenons une pierre noire inconnue par exemple. Elle absorbe presque toute la lumière et ne reflète pratiquement rien. Regarde ensuite dans le catalogue, c'est du charbon de bois. En connaissant la taille et le matériau de l'objet étudié, nous pouvons déterminer son poids. Nous devions donc voir quelle quantité de lumière cet objet réfléchit, et lorsque les scientifiques ont pointé leur télescope sur Oumuamua, ils ont découvert qu'il reflète des couleurs qui correspondent au fer et aussi à certaines roches solides. Et aussi que Oumuamua clignotait tout le temps. Une vive lumière soudaine qui s'éteint lentement peu après, puis qui se remet à briller. Cela signifie qu'il tournait. Et il ne tournait pas autour de son axe comme une flèche, il tournait de façon chaotique, changeant de position sans cesse. Tout objet artificiel ou vaisseau spatial aurait été détruit par de tels mouvements. Mais Oumuamua est toujours intact. Cela veut dire que les matériaux dont il est fait sont super durs et qu'il ne risque pas de se désagréger de sitôt. Et il n'est pas creux comme un vaisseau spatial. C'est un corps solide. Eh oui, comme moi. Sa vitesse stupéfiante le rend assez mystérieux. Certaines comètes peuvent atteindre la même vitesse ou même une vitesse supérieure. Mais cela est dû à ce qu'on appelle l'effet fusée. Quand un vaisseau spatial décolle de sa rampe de lancement, tu vois du feu jaillir de ses moteurs. Chaque seconde, la fusée mélange son carburant à l'oxygène, ce qui produit ces flammes. Et elle se voit propulsée à une vitesse fulgurante. Selon les lois de la physique, c'est comme si tu prenais appui sur un mur pour sauter. La fusée saute en quelque sorte vers le haut grâce au gaz de combustion qu'elle projette. C'est ainsi qu'une fusée crée la poussière nécessaire et accélère. Les comètes fonctionnent sur un principe similaire. Les rayons du soleil frappent la surface de la comète, les éléments légers comme la glace commencent à s'évaporer,
Ce gaz va dans un sens et la comète dans l'autre. Comme une fusée, la comète est poussée par le gaz qui s'évapore et ainsi elle accélère. Ce gaz vient aussi former la longue queue de la comète. C'est comme si l'énorme rocher entraînait tout ce gaz derrière elle, ou comme si une voiture entraînait l'air avec elle en roulant à grande vitesse. Mais Oumuamua n'est pas une comète, et il n'a pas cette queue, et il n'est pas soumis à cet effet fusée dont je viens de parler, donc il n'aurait pas dû atteindre cette vitesse. Mais certains scientifiques pensent que Oumuamua avait autrefois une queue, bien que nous l'ayons découvert en 2017, il est dans notre système solaire depuis 1995, et à cette époque, les rayons du soleil le touchaient déjà. Lorsque nous avons découvert cet astéroïde, il avait déjà perdu environ 95% de sa masse, c'est-à-dire qu'il s'est tout simplement évaporé. D'autres scientifiques pensent que Oumuamua a acquis cette vélocité dès sa naissance quelque part dans un autre système stellaire ou dans une nébuleuse. Il a peut-être eu une collision spectaculaire entre une exoplanète et un autre objet cosmique. L'énergie explosive colossale de la collision aura projeté ce caillou de forme oblongue dans l'espace. Il a pu s'agir encore de l'explosion d'une supernova. Lorsqu'une étoile atteint la fin de sa vie, elle se transforme en géante rouge, elle se met à gonfler et devient des centaines de fois plus grosse. Ensuite, elle rétrécit et explose avec une puissance formidable. Les ondes de l'explosion peuvent se propager à plusieurs années-lumière de l'épicentre, et c'est l'un des événements les plus lumineux de l'univers. Une supernova pourrait donc avoir réduit une exoplanète en morceaux. Et l'un de ces morceaux, Oumuamua, aurait accumulé énormément d'énergie et de vitesse et commencé son long voyage vers la Terre. Cela pourrait expliquer pourquoi Oumuamua continue de tourner si violemment. Mais récemment, des scientifiques ont publié une théorie selon laquelle Oumuamua pourrait être un bloc de glace géant. La glace à laquelle nous sommes habitués est de l'eau H2O, mais Oumuamua pourrait être de la glace d'azote N2. Il serait resté intact dans l'espace interstellaire pendant 500 millions d'années, et en arrivant dans notre système solaire, la glace d'azote aurait réfléchi les 2/3 des rayons du Soleil. Ainsi, il ne serait pas énormément réchauffé. Cela expliquerait pourquoi Oumuamua ne possède pas de queue. On retrouve la même glace d'azote sur Pluton ainsi que sur Triton, l'une des lunes de Neptune. Donc Oumuamua proviendrait d'une exoplanète glacée de ce type. Mais nous ne pourrons en être sûrs qu'en y envoyant une sonde spatiale. Les scientifiques ont élaboré un plan pour cela, appelé projet Lyra. Le problème, c'est que Oumuamua traverse notre système solaire à une vitesse incroyable, bien plus vite que n'importe quelle fusée d'invention humaine. Et nous devons rattraper ce caillou spatial le plus vite possible avant qu'il ne s'éloigne trop. Pour ce faire, nous pouvons nous servir de la gravité. Tout d'abord, la sonde spatiale survolera Jupiter. Elle passera près de cette planète et profitera de son immense gravité pour accélérer. Ensuite, notre sonde se dirigera vers le Soleil. Elle le contournera d'aussi près que possible afin d'être projetée comme par une catapulte vers le rocher spatial. La deuxième option pour atteindre l'astéroïde serait d'utiliser des microsondes. Nous devons en lancer environ 1 millier en orbite. Elles ne doivent pas être plus lourdes qu'une allumette. Chacune d'entre elles sera dotée d'une voile lumineuse de la taille d'un ring de boxe. Ensuite, nous concentrerons un puissant rayon laser depuis le sol sur cette voile. Cela nous permettra d'accélérer la sonde à environ 20% de la vitesse de la lumière. Il ne faut bien sûr pas qu'elle aille trop vite et passe à côté de l'astéroïde. Elle doit être en mesure d'entrer dans son orbite et de se poser dessus. Mais si nous sommes trop lents, Oumuamua quittera notre système solaire avant que nous puissions le rattraper. C'est une expérience très importante car à l'avenir, nous pourrions utiliser de tels astéroïdes comme des taxis spatiaux. Il nous suffira d'entrer dans l'orbite d'un astéroïde interstellaire ou même d'atterrir dessus. Ensuite, nous pourrons nous déplacer dans l'espace à des vitesses incroyables sans utiliser le moindre carburant. Ce serait une excellente option pour voyager sur de longues distances ou pour livrer du matériel dans d'autres systèmes stellaires. Alors pourquoi devrions-nous avoir peur de tels objets ? Une collision avec un astéroïde de la taille de Oumuamua pourrait anéantir un État entier. S'il devait tomber quelque part dans l'océan, il pourrait provoquer des vagues plus hautes que nos plus hauts gratte-ciel. Les scientifiques cherchent sans relâche des moyens de nous protéger contre de tels objets. L'un de ces moyens est le bélier. Si nous repérons un objet potentiellement dangereux, nous pouvons envoyer un vaisseau spatial vers lui. Et pédale au plancher, le vaisseau spatial devra rentrer dans l'astéroïde à un angle qui permettra de modifier un tout petit peu sa trajectoire. Le déplacer excessivement à l'échelle cosmique changerait radicalement sa destination finale et il suffit pour nous que l'astéroïde passe devant notre planète.
Nous pouvons aussi créer une explosion contrôlée sur l'astéroïde. Le principe est le même. La force de l'explosion devrait modifier légèrement la trajectoire de l'astéroïde ou briser le gigantesque rocher en fragments moins dangereux. Les astéroïdes qui font jusqu'à 24 mètres de large se consument complètement dans notre atmosphère à cause de la friction de l'air. Les roches d'une taille comprise entre 24 et 800 mètres peuvent ne pas brûler complètement et causer des dommages localisés. Tout ce qui est plus grand est considéré comme très dangereux. Ah ouais ? Dans les films de science-fiction, la méthode habituelle consiste à placer des moteurs de fusée sur les astéroïdes. Grâce à cela, nous devrions être en mesure non seulement de modifier leur trajectoire, mais aussi de les contrôler. Et nous pourrions les utiliser ensuite contre d'autres astéroïdes, un peu comme si on jouait au billard dans l'espace. Personne ne t'entendra crier dans l'espace, ou quelque chose comme ça. Nous avons tous entendu cette phrase qui fait froid dans le dos. Et c'est vrai, l'espace est en grande partie constitué d'un gigantesque néant. Il y a beaucoup d'espace dans l'espace. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas de bruit. En fait, il y en a beaucoup. Et certains d'entre eux pourraient même te faire frissonner. Nous allons nous pencher sur les sons les plus effrayants de l'espace. Tout d'abord, comment les bruits cosmiques sont-ils enregistrés ? Le son n'est que la vibration de molécules. Lorsque tu cries, les molécules se poussent furieusement les unes les autres jusqu'à ce qu'elles atteignent l'oreille de la personne en face de toi. Ces vibrations sont alors transmises au cerveau et nous les reconnaissons comme quelque chose dont il nous faut parfois nous excuser. Pour entendre quelque chose, nous avons donc besoin des molécules. Et c'est là que ça se complique. Il n'y en a pas dans l'espace. L'univers est presque entièrement constitué de vide. Oui, de vide absolu. Cependant, les magiciens de la NASA parviennent tout de même à enregistrer les sons de l'espace. Comment font-ils ? Eh bien, il existe certains types d'ondes qui n'ont rien à voir avec les molécules. Nous, les gens ordinaires, ne pouvons pas les percevoir sans certains appareils. Parmi ces ondes, il y a par exemple les ondes radio. Nous avons besoin d'une radio ou d'un appareil de ce type pour les reconnaître. Et c'est exactement ce que font les satellites de la NASA. Ils captent des ondes radio. Grâce à eux, nous pouvons connaître le bruit que font les corps cosmiques. Ces satellites enregistrent une multitude d'ondes, la fluctuation des plasmas, les champs magnétiques et d'autres choses. Les scientifiques de la NASA transforment ensuite tout cela en pistes sonores ordinaires. Et certaines de ces choses font un bruit assez effrayant, c'est le moins que l'on puisse dire. Prenons par exemple notre champ magnétique. Il entoure notre planète comme un bouclier invisible, nous protégeant de toutes sortes de nuisances comme les radiations ou les vents solaires. Nous ne pouvons ni le voir, ni le sentir, mais aujourd'hui nous pouvons l'entendre. Des chercheurs de l'Université technique du Danemark ont recueilli des ondes magnétiques enregistrées par le satellite SWARM de l'ESA. Ils les ont ensuite converties en pistes audio et ont obtenu un résultat assez effrayant. En vérité, ça ressemble plutôt au bruit d'une effroyable créature nocturne. Et si tu as en tête la carte du champ magnétique terrestre, tu auras l'impression qu'une araignée rôde dans les parages. Brrr! Et ce n'est pas le seul son étrange que nous avons capté sur Terre. Récemment, nous avons capté un autre signal radio en provenance de l'espace. Les scientifiques ont découvert qu'il provenait d'un endroit très éloigné, à des milliards d'années-lumière de nous. Ces salves ne durent généralement pas plus de quelques millisecondes, mais celle-ci était exceptionnelle. Elle a duré environ 3 secondes, soit des milliers de fois plus longtemps que d'habitude. En même temps, le signal était très précis, à tel point que les scientifiques l'ont même comparé à un battement de cœur. Les scientifiques pensent que ce signal est causé par des pulsars ou des étoiles à neutrons. Autrefois, Nikola Tesla a capté quelque chose de similaire. Malheureusement, à l'époque, on ne connaissait pas les pulsars. Tesla était donc persuadé d'avoir capté le message de créatures extraterrestres. Mais la vérité s'est avérée beaucoup moins fascinante. Passons maintenant de la Terre à la Lune. En 1969, les astronautes de la mission Apollo 10, la navette qui a effectué le dernier vol d'essai vers la Lune, ont survolé sa surface. Ils ont alors capté d'étranges signaux provenant de la face cachée de notre satellite. Nous ne voyons jamais cette face car la Lune est en état de verrouillage gravitationnel. Le son était si étrange que les astronautes ne savaient pas s'ils devaient le signaler à la NASA. Ils craignaient de ne pas être pris au sérieux, voire de ne pas être autorisés à participer aux prochaines missions spatiales. Voici à quoi cela ressemblait. Selon la NASA, il ne s'agit pas du tout d'une étrange musique extraterrestre.
Il s'agit peut-être simplement d'ondes radio qui se sont modifiées les unes les autres en raison de leur proximité. Mais les astronautes qui l'ont entendu pour la première fois ont quand même eu un peu peur. Et qu'en est-il des autres planètes ? Il y a 40 ans, des scientifiques ont exploré la surface de Vénus. Ils y ont envoyé une dizaine de sondes pour y enregistrer des sons et des images. Nous savons maintenant quel genre de bruit émet Vénus, qui pourrait facilement nous détruire si nous nous en approchions. On ne s'attendait pas à autre chose de la part de la planète la plus dangereuse du système solaire. Hélas, Vénus est encore plus toxique que les trolls qui sévissent sur Twitter. Et ces sondes n'ont pas fait long feu. Elles sont rapidement tombées en panne après leur arrivée. Ensuite, nous avons Jupiter. Ce géant de l'espace, qui est 11 fois plus grand que la Terre, est absolument terrifiant. Une des sondes de la NASA, Juno, tourne autour de Jupiter toutes les quelques semaines. Elle se déplace à une vitesse phénoménale, à 209 214 km/h. Un jour, Juno a enregistré l'un des signaux invisibles les plus puissants qu'elle ait jamais rencontrés. Les violents vents solaires venaient d'entrer en conflit avec le champ magnétique de Jupiter. Cela fit un énorme boom cosmique. Le son original a duré 2 heures, mais il a été réduit à quelques secondes. En fait, cela ressemble assez au bruit d'une vague qui se brise sur un rocher. Mais rien de cela n'est comparable à l'horreur venue de l'une des petites lunes de Jupiter, Ganymède. En 2021, la sonde spatiale Galileo l'a survolée. Au cours de son vol, elle a capté quelque chose d'assez étrange. Ces bruits sont des radiations de satellites. On dirait un peu le bruit d'une jungle ou celui de milliers de chauves-souris qui attendent de te surprendre en pleine nuit. Passons maintenant à Saturne. Ce signal a été capté par la station interplanétaire automatique Cassini-Huygens, lancée dans l'espace en 1997. En passant devant Saturne, Cassini a enregistré un son assez effrayant. Ces cris tout droit sortis de l'enfer ne sont que de simples ondes radio. Et ce n'est pas très différent de ce qu'émettent les aurores boréales sur Terre. Un peu plus tard, Cassini a capté un autre signal, le bruit des éclairs et des orages sur Saturne. Ces sons sont assez intéressants. On dirait un peu des pop-corns qui éclatent ou un compteur Geiger, n'est-ce pas ? Mais c'est simplement parce que ces éclairs sont extrêmement rapides. Nous allons maintenant sortir du système solaire. La célèbre sonde Voyager 1 a été lancée en 1977 et continue de nous envoyer des données 40 ans après son décollage. En 2012, elle a quitté le système solaire pour entrer dans l'espace interstellaire. C'est alors que Voyager 1 a enregistré des ondes de plasma. L'enregistrement original a duré 7 mois. Mais les scientifiques ont eu pitié de nous et l'ont réduite à 12 secondes. Ce n'est pas vraiment sinistre, mais ce n'est pas très rassurant non plus. Et bien qu'il semble que rien ne puisse surpasser les horreurs de Saturne, nous allons maintenant examiner l'un des objets les plus effrayants de l'univers, un trou noir. Ce son a été enregistré par le télescope spatial Chandra. En étudiant un amas de galaxies dans la constellation de Persée, on a découvert quelque chose d'étrange. Les mouvements ondulatoires au centre de l'amas. Ils s'étendent dans toutes les directions comme des cercles sur l'eau. Les scientifiques ont déclaré que ce phénomène était dû à un trou noir supermassif. Or, les trous noirs ne dévorent pas toujours entièrement les objets spatiaux. Parfois, ils les recrachent. Cela entraîne des vibrations gazeuses que l'on peut convertir en bandes sonores. Ce qui est intéressant, c'est que l'oscillation de chacune de ces ondes dure environ 10 millions d'années. Cet enregistrement est donc très accéléré. Les scientifiques ont réduit le délai entre les oscillations environ 144 quadrillions de fois. Et voilà ce que ça donne. C'est probablement le son le plus sinistre de notre liste. Il n'est ni très puissant ni très violent. Il a plutôt quelque chose de sombre et d'inquiétant. Voici donc les sons spatiaux les plus effrayants captés par la NASA. Comme je l'ai dit, la plupart d'entre eux ne sont que des ondes radio. Mais il est toujours amusant de se faire peur de temps en temps.